Les livres d'histoire retiendront cette date, le 24 février 2022. La guerre a commencé en Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, la Russie a lancé ses troupes à l'assaut de l'Ukraine. Ça, on l'a tous en tête. Les Russes ont ciblé les infrastructures militaires d'une dizaine de villes. Le Kremlin promettait d'épargner les civils. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'à ce moment-là, l'Ukraine était particulièrement vulnérable et isolée. Pourquoi ? En l'occurrence, c'est une affaire d'électricité. Et dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi. L'électricité que vous utilisez chez vous provient peut-être d'un autre pays européen. Quand vous allumez votre lampe ou votre machine à laver, elle carbure peut-être à l'éolien danois, au renouvelable allemand et même depuis peu à l'électricité ukrainienne. C'est une véritable valse des neutrons qui se danse sur l'ensemble du continent européen à toute heure du jour et de la nuit. Tous les pays européens sont en effet interconnectés. Ceux de l'Union européenne bien sûr, mais pas que. Et un des derniers à avoir rejoint le club, c'est l'Ukraine. Et on va découvrir ensemble que l'invasion russe et le raccordement de l'Ukraine à la plaque électrique européenne sont, étrangement connectés. Cette semaine dans Plan Carte, on s'embarque à la vitesse de la lumière le long des 300 000 km de lignes électriques européennes pour une petite géopolitique de l'électricité. Comme je peux pas m'improviser expert en électricité et qu'il nous faut bien quelqu'un pour nous guider dans cette jungle de câbles, on va pas partir seul. On va partir avec un guide, et le guide en question, c'est Laurent Rossel. Laurent est venu aux Échos pour répondre à mes questions, et à cette occasion, j'ai pu me rendre compte qu'il adorait parler avec des sigles. RTE, GRT, NSOE, gigawatt. Alors avant de se lancer, on va faire un petit point vocabulaire qui va nous permettre de poser les bases. Un GR, c'est un sentier de grande randonnée qui permet de faire de super balades, comme par exemple le GR20 en Corse. Eh bien un GRT, c'est pas du tout ça. C'est un gestionnaire de réseau de transport. Pour faire simple, l'électricité, ça se joue entre deux types d'acteurs. Ceux qui la produisent d'abord et ceux qui la transportent ensuite. Un peu comme pour les trains, où on a d'un côté la SNCF et de l'autre côté la SNCF Réseau. C'est l'ancien RFF, Réseau Ferré de France. Pour l'électricité en France, on a donc d'un côté EDF qui se charge de la produire et de l'autre RTE qui se charge de l'emmener jusqu'à chez vous pour allumer vos interrupteurs, vos machines à raclette et vos ordinateurs pour faire tourner QGIS. C'est un gestionnaire de réseau de transport qui transporte l'électricité d'un point A à un point B sur le territoire national. Et Laurent, lui, il bosse pour RTE. Il est le directeur du département exploitation depuis avril dernier, ce qui fait de lui la personne idéale pour nous guider dans le réseau français. Sauf que parler du réseau français sans parler du réseau européen, c'est un peu dommage. Et pour ça, on va s'intéresser à un nouveau sigle, NSOE. Le réseau électrique, c'est pas juste une affaire nationale. Oui, c'est une affaire continentale. En effet, l'idée, c'est pas de fonctionner tout seul dans son coin, c'est plutôt d'être reliés les uns aux autres, et là, il y a une notion essentielle, c'est celle de l'interconnexion. Dans le réseau électrique, il y a beaucoup d'interconnexions. On est un pays très interconnecté, on a beaucoup de lignes avec tous nos pays frontaliers, et on s'échange de l'électricité en fonction de l'intérêt des uns et des autres. Au niveau européen, on essaye de faire marcher tous les GRT ensemble. Et pour ça, en 2008, on a créé une association qui regroupe une trentaine de pays. Si vous savez pas ce que c'est un pays, regardez le dernier épisode de Plan Carte. En revanche, si vous savez, alors regardez cette carte. Dessus, on voit les 36 pays membres du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité. Et comme on le voit sur la carte, ce n'est pas juste une affaire d'Union européenne. C'est plutôt une affaire continentale. Cette association des GRT européens, elle répond au doux nom d'NSOE. C'est un sigle qui peut paraître un peu cryptique, mais c'est parce qu'il est en anglais. Ça veut dire European Network of Transmission System Operators for Electricity. NSOE, c'est l'association de 40 gestionnaires de transport d'électricité européens. On est interconnectés de la Turquie, de l'Ukraine, des pays baltes, jusqu'au Portugal, avec les pays nordiques et l'Irlande. Ah, s'il y a la Turquie dedans, ça veut dire que c'est pas juste l'Union européenne. C'est bien ça, Laurent ? Oui, c'est une affaire continentale. J'imagine que vous vous demandez si tout ça se cartographie. Et vous avez de la chance parce que, comme d'habitude, la réponse est oui. Regardez cette carte produite par NSOE qui montre l'ensemble du réseau européen et écoutez l'émotion dans la voix de Laurent lorsqu'il nous en parle. Alors cette carte, elle est pour moi importante parce qu'elle montre les 300 000 km de lignes qui existent entre Gibraltar et l'Ukraine et aussi la Turquie. Cette immense plaque, qui est l'une des plaques les plus interconnectées du monde, elle montre notre interconnexion et ça veut dire on bat tous au même rythme et on travaille tous de la même façon. Tout ça c'est bien beau, mais la question qu'on se pose toutes et tous, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quels avantages y a-t-il à être interconnecté comme ça ? Bougez pas, je vais poser la question à Laurent et je reviens. Si on regarde la carte du réseau français, on voit déjà qu'il est hyper dense, mais aussi qu'il est relié à la plupart de ses voisins, notamment ici avec le Royaume-Uni, ici avec la Belgique, juste là avec le Luxembourg, mais aussi avec l'Allemagne, la Suisse, l'Italie
et l'Espagne. C'est comme les pièces d'un immense puzzle électrique qui se raccordent les unes aux autres. Alors pourquoi faire ça? Eh bien en fait, on en tire 3 avantages. Et le premier, il est d'ordre technique, c'est la solidité du réseau. On est plus gros, donc plus stable. Plus on est gros, plus des petits incidents, comme une foudre sur une ligne ou la perte d'une centrale de production va être encaissée par le réseau. Un réseau électrique, c'est un peu comme une grande toile d'araignée. Plus elle est grande, plus elle est solide. Et plus on est nombreux dedans, plus les éventuelles perturbations seront amorties par le groupe. Mais c'est pas le seul avantage, il y en a un deuxième, et il est financier. Imaginez qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil en Allemagne, que chez nous il y a un peu moins de soleil et un peu moins de vent, eh bien on va aller chercher de l'électricité peu chère en Allemagne pour l'utiliser, et ça peut être l'inverse sur certaines périodes de la journée. Donc on échange de l'électricité en permanence sur le réseau. En gros, on va aller chercher de l'électricité moins chère chez nos voisins. Et au final, c'est censé être un avantage pour le consommateur sur sa facture. Et enfin, le dernier avantage, il est d'ordre écologique. Ces échanges souvent, aujourd'hui, avec le vent et avec le soleil, sont de plus en plus décarbonés. On a de l'électricité décarbonée moins chère. Et oui, il n'y a pas que le prix de l'électricité, il y a aussi son empreinte carbone. Et être liés ensemble, ça permet d'aller chercher de l'électricité qui sera non seulement moins chère, mais aussi plus verte, ou alors juste un peu moins grise. Donc il y a un intérêt très fort d'être le plus interconnecté possible. Il a raison Laurent, être connectés ensemble, ça a plein d'avantages. Pour autant, c'est pas forcément simple à faire, parce que pour être interconnecté, il faut aussi être synchronisé. L'électricité, on dirait de la magie, et c'était le cas dès le début quand on parlait de la fée électricité et que l'imagerie publicitaire jouait à fond sur cette notion de magie, presque de miracle. Mais en vrai, c'est de la technique. Et pour se connecter ensemble, un peu comme dans un orchestre, il faut s'accorder. C'est un exercice délicat. C'est comme dans un orchestre, même si vous êtes un excellent musicien soliste, il va falloir s'accorder aux mêmes règles techniques. Raccorder 2 pays ensemble, c'est un peu comme faire une greffe. Si on veut qu'elle prenne correctement, il faut que pas mal de conditions soient réunies. Et pour filer la métaphore de l'orchestre, Il faut qu'on soit au même diapason. merci d'accorder vos neutrons. C'est ça qui va permettre à cette immense plaque électrique européenne de fonctionner comme un tout. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Nous ne sommes pas synchronisés, nous ne pouvons pas échanger d'électricité. Et là, je vais reprendre une phrase que Laurent nous a dite tout à l'heure, sauf que ce coup-ci, je vais la laisser jusqu'à la fin. On bat tous au même rythme et on travaille tous de la même façon, du Portugal jusqu'en Ukraine. Jusqu'où, Laurent? Jusqu'en Ukraine. Tiens, l'Ukraine. En voilà un bel exemple pour expliquer comment on raccorde un pays à la plaque électrique européenne. Avec en plus, une petite touche de géopolitique de la guerre. Allez, let's go. Raccorder un pays à la plaque européenne, ça prend du temps. L'Ukraine en a fait la demande en 2017 et ça lui a pris 5 ans. Et la personne qui représentait le réseau européen dans toute cette affaire, je vous le donne en mille, c'était Laurent. J'ai été élu en 2017 pour représenter la plaque européenne et nous avons travaillé et signé un accord avec les Ukrainiens dès 2017 pour qu'ils intègrent la partie européenne. Donc Laurent est super bien placé pour nous parler des 3 étapes par lesquelles on a dû passer pour raccorder l'Ukraine à l'Europe. Et la première, c'était de Définir toutes les conditions qui sont nécessaires pour que ça se passe bien. Donc on fait une liste qu'on appelle un catalogue de mesures, puis on va vérifier avec nos collègues ukrainiens, mesure par mesure, s'ils sont conformes ou pas conformes. Ça, c'est la phase 1. Elle dure en gros 2 ans, de 2017 à 2018. Ensuite, la phase 2, c'est une phase de test théorique. Maintenant que les conditions sont définies, il faut voir si le pays va tenir la route en les mettant en place et que ça ne va pas venir perturber tout le reste de la plaque. Donc la phase 2, c'est des simulations, on vérifie que la synchronisation ne va pas perturber et les Ukrainiens et le réseau de transport d'électricité européen. Et enfin, la dernière étape, c'est celle de la mise en pratique. On demande à l'Ukraine non pas de se synchroniser, mais de prouver qu'ils sont autonomes et qu'ils savent gérer leur réseau seuls. Le pays est alors déconnecté de tous les autres et passe dans ce qu'on appelle le mode isolé. À ce moment-là, on est en 2021. C'est le fameux mode isolé, c'est-à-dire qu'ils vivent déconnectés des Russes et on fait des tests pour vérifier qu'ils sont aptes à nous démontrer qu'ils sont autonomes. Ce test du mode isolé, qui met l'Ukraine dans une situation de vulnérabilité énergétique, on le fait une fois en été et une fois en hiver. Le test de l'été se passe bien et on peut donc préparer le test de l'hiver. Et ce test hivernal, dites-nous quand il a eu lieu, Laurent. Le deuxième test en hiver était prévu le 24 février 2022. Donc l'Ukraine s'est déconnectée de la Russie et a commencé ses tests à 23h le 23 février et à 4h du matin
le 24 février, on a l'invasion des Russes de l'Ukraine. C'est Vladimir Poutine lui-même qui a annoncé l'offensive. Depuis, les bombardements se multiplient. Donc la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine au moment où le pays était dans une grande vulnérabilité énergétique. La Russie était au courant de tout ça puisque toute la procédure s'est faite en transparence vis-à-vis du GRT russe. Est-ce que c'est lié? J'ai envie de dire qu'on ne peut pas le prouver, mais c'est quand même bien pratique. D'autant que dans cette affaire, la Russie est quand même largement perdante. C'était vraiment un pays très exportateur vers la Russie et qui générait beaucoup d'intérêt. On dit souvent que l'Ukraine, c'était le grenier à céréales de la Russie, mais c'est aussi un grenier à électrons. Donc le résultat qu'on peut voir sur une carte, c'est que les anciennes lignes qui raccordaient l'Ukraine à la Russie sont coupées. Avant le raccordement, il y avait 18 lignes qui reliaient l'Ukraine à la Russie ou à son allié biélorusse. Aujourd'hui, elles sont toutes fermées. Les deux pays ne sont plus reliés par l'électricité. On peut dire sans avoir peur de se tromper qu'avec le raccordement de l'Ukraine à la plaque européenne, les Russes ont effectivement perdu de la production et de la capacité de production. Raccorder l'Ukraine à la plaque électrique européenne, c'est pas qu'une question d'énergie, c'est aussi une symbolique forte. Un premier pas vers la reconnaissance d'une identité européenne. Comme quoi la géographie, ça peut servir à faire la guerre, mais ça peut aussi servir à préparer la paix.